N'importe quelle personne qui a le cerveau bien fait, qui a envie de faire ça, peut y arriver, mais ça nécessite vraiment de se préparer. On peut pas y aller au talent, c'est sûr. Ce que j'apprécie et ce qui est important pour moi aujourd'hui dans mon boulot, c'est d'être très proche des décisions et de comprendre toutes les décisions stratégiques qui sont prises. Moi, au bout d'un moment, quand je suis passée manager, on commence à gagner vraiment beaucoup d'argent. Ça veut dire que tu gères toutes ces équipes, c'est toi la manager, c'est ça? Exactement. ça fait beaucoup pour une personne. Parmi ces personnes-là, j'écris à Charlotte qui me répond « Ah ouais, ça va trop te plaire, t'inquiète, lundi, tu nous rejoins, on fait un off-site avec l'équipe en dehors de Paris, je t'expliquerai. » J'arrive au milieu de ce truc-là et je sais pas trop ce qui se passe. Et donc là, elle m'explique mon idée, c'est qu'on va peut-être sortir du BCG. Salut Maud. Salut Arnaud. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va, très bien. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis très content de t'avoir. T'es ma 4e invitée. Je suis ravi qu'on puisse discuter, échanger autour de ton parcours aujourd'hui et que tu puisses répondre à mes petites questions. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu as préparé l'interview ou tu viens au talent? Plutôt au talon. Moi aussi, un petit peu des deux. Mais j'ai quand même, on se connaît un petit peu, et du coup, je connais un petit peu ton parcours. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu puisses nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui. Et puis après, on accélérera un petit peu et on parlera un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui dans ton travail chez CO2AI. Ça te va? Ça marche. Trop bien. Écoute, je te laisse la parole. Ok, du coup, je m'appelle Maud, je suis aujourd'hui VP Operations de CO2AI. CO2AI, c'est une plateforme de décarbonation pour les grands groupes. Donc, on accompagne très grandes entreprises, par exemple Accor, Pernod Ricard, dans leur trajectoire de réduction d'empreinte carbone. Okay. On est 60 personnes aujourd'hui. Et moi, je fais partie de l'équipe du coup fondatrice et dirigeante. Et je suis là depuis le tout début de l'histoire de CO2AI. Ok, trop bien. Tu viens d'où, Maud? T'as grandi où? Qu'est-ce que tu as fait un peu en début de carrière aussi? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, je suis alsacienne, j'ai grandi à Strasbourg. Ok. 0-18 ans à Strasbourg. Ok. Je suis arrivée à Paris à mes 18 ans, j'ai fait Sciences Po à Paris. Ok. Toujours un peu dans une idée de... je pense que j'ai un profil un peu couteau suisse, où je suis bonne à peu près partout, bonne à l'école, etc., mais sans talent ou passion. Et du coup, mon idée, ça a toujours été de ne pas me fermer de porte. Donc, déjà au lycée, et puis ensuite, Sciences Po, c'est aussi un choix de continuer à garder l'ensemble du champ des possibles ouvert. Et c'est une école géniale pour ça. Ensuite, je me suis quand même un petit peu spécialisée en prenant un master en finance et en stratégie d'entreprise, qui reste très large, mais qui est simplement le choix de se dire je travaille plutôt dans le privé que dans le public. Mais à part ça, ça reste quand même très large. Après ça, j'ai fait un petit peu de finance du M&A et je suis rentrée au BCG, donc Boston Consulting Group, cabinet de conseil en stratégie à Paris, en stage de fin d'études, et j'y ai passé 7 ans. D'abord, faire des missions de conseil diverses et variées. J'ai été aussi RH au BCG pendant 1 an et demi, pendant la période du Covid. Il y avait des Ça marche comment, RH au BCG? C'est quoi? C'est au sein d'une BU? Alors du coup, c'est au sein du bureau de Paris. Et du coup, il y a des staffeurs, donc des personnes qui gèrent, qui travaillent sur quel sujet, etc. Il y a des recruteurs. Et en fait, moi, j'avais un rôle un petit peu transverse, d'aider le DRH du coup du bureau de Paris, à la fois sur des sujets de mobilité. Donc on était en pleine période de Covid, donc en fait, on avait des personnes aux 4 coins du monde qu'il fallait rapatrier. Et des sujets de capacity planning. Le BCG, c'est un cabinet de conseil. 90% des postes de coût, c'est les personnes. Il faut aussi prévoir, en période de Covid, les plans de recrutement, etc. Les plans de staffing et les plans de mobilité de personnes qui voulaient quand même, malgré le Covid, partir dans d'autres bureaux, etc. Donc voilà, donc un rôle un peu transverse, et sur aussi des sujets de politique RH, du bureau de Paris en particulier, mais au sein des politiques RH du BCG au global, et donc comment on s'adapte aussi au Covid, le télétravail, etc. Donc pas mal de sujets autour de ça. Donc voilà, donc super intéressant. Et comment tu as eu cet accès à la branche un peu RH, alors que tu avais fait plutôt de la finance un peu en amont? Du coup, donc en arrivant du BCG, j'ai fait un petit peu différentes choses, et j'ai fait pas mal de missions sur des sujets, ce qu'on appelle People and Organization au BCG, et donc globalement c'est des sujets de transformation agile de grands groupes, donc j'ai pas mal bossé sur ces sujets-là. Donc de toute façon les sujets people m'intéressaient pas mal, mais ensuite c'est vraiment un petit peu en parlant avec ma staffeuse de l'époque, en disant voilà, ça fait 4 ans que je fais plein de missions, j'ai été promue, ça marche bien, mais j'aimerais bien avoir quelque chose de différent. Puis aussi en période de Covid, moins d'opportunités de
de missions, moins de choix de missions, moins de choses qui m'intéressaient un peu. J'étais un peu arrivée au bout d'un cycle de consultante. Et du coup, c'est elle qui m'a proposé ça en me disant, voilà, il y a un poste qui s'est ouvert, on peut pas recruter parce qu'on a un point Covid, donc on cherche une mobilité interne. Si ça t'intéresse, tu fais un transfert dans cette division-là. Ok. Donc voilà, donc ça a duré un petit peu plus d'1 an. Et après, je suis retournée dans le track consultant classique. Ok. Je suis passée manager voilà, dans le track classique consultant. Le chemin, voilà, prépa, Sciences Po, BCG, ça fait le parcours un peu entre guillemets idéal. C'est ce que tu voulais faire? Enfin, est-ce que je sais que parfois dans les grandes écoles, on peut être un peu matrixé, voilà, faire un top cabinet de consulting, une belle boîte, et cetera. Tu avais envie de ça ou c'était un peu la normalité, la next step? Comment t'étais plus jeune? Est-ce que c'est ce que tu voulais faire? Ou c'était plus allez, on y va et puis ça va m'ouvrir des portes après? Ouais, moi, je viens pas du tout de ce monde-là. Enfin, à nouveau, j'ai grandi en province. Mes parents sont médecins, donc même Sciences Po, c'est un peu, Ouais. enfin voilà, ça a été un peu bouche à oreille, pourquoi pas. J'avais pas du tout envie d'aller faire une prépa après le lycée parce que ma sœur fait une prépa, elle adorait, mais je trouvais ça, beaucoup trop intense, quoi. Donc Ouais. je me suis dit, Sciences Po, c'est très intense, mais c'est différent. OK. Plus de contrôle continu, moi, la pression des concours et cetera. Ouais. Du coup, je me suis dit: «Je vais plutôt passer mes concours pendant que je suis en terminale» OK. et comme ça, ensuite, je suis rentrée et OK. moins de stress par la suite. Mais du coup, c'était vraiment plutôt ne pas me fermer de porte, hem et effectivement, j'ai un peu suivi une fois mon master finance et stratégie, il y a un peu soit on va faire de la finance, j'ai commencé par ça en me disant: «Je vais faire des stages en finance». J'ai pas été super, convaincue, et du coup, la deuxième option logique, il y a plein de personnes qui font d'autres choses, hein, mais la deuxième option la plus logique, c'était, on va faire du conseil dans un gros OK. cabinet. Ouais. Donc voilà, j'étais prise au BCG et j'étais très Ouais. très contente, mais c'est vrai que c'était pas, j'ai pas grandi en me disant, même je veux aller à Paris, je veux faire une grande école, je veux, avoir des gros noms sur mon CV, c'est pas du tout, OK. OK. dans ma famille, mon entourage, personne n'a de CV à jour, quoi. Enfin, Ouais. c'est pas du tout le Ouais. sujet. Personne n'a Ouais. de profil LinkedIn, donc ouais. OK, ça marche. Qu'est-ce que tu retiens un peu du BCG si tu devais retenir deux, trois grandes choses, que ça soit positif et négatif? Qu'est-ce que tu retiens du BCG? Hem, c'est une super école. Franchement, on arrive, on a 24 ans, on est exposé tout de suite à des personnes super seniors sur des sujets super stratégiques. C'est un accélérateur d'apprentissage, et même de carrière, hein, extraordinaire. Donc on apprend beaucoup de choses très différentes, et ça, je regrette absolument pas d'avoir, démarré ma carrière comme ça. Hem, c'est un endroit génial pour rencontrer plein de personnes, diverses et variées, que ce soit les clients, mais aussi en interne, soit se faire, bien évidemment, plein d'amis et cetera, mais même d'un point de vue, réseau ou d'un point de vue, carrière, trouver des personnes qu'on admire et on se dit: «Tiens, voilà, ça ouvre aussi le champ des possibles, sur ce qui est possible de faire après». Et dans les faits, il y a quand même beaucoup d'opportunités différentes dans ces très grands cabinets de conseil. Heu, on va pas rentrer dans le détail, mais j'ai quand même fait des missions extrêmement différentes pour des clients différents. Enfin, et donc d'un mois à l'autre, on passe, expert des verres de lunettes à, on va travailler pour, une marque de luxe et de parfums, mais là pendant 3-4 mois, on fait que ça et donc on est matrixé sur, le parfum, le Donc la parfum, le partie parfum. métier, Ouais, tu acquiers plein de parties c'est ça. métiers aussi. OK. Et ça permet en fait de voir aussi comment ça se passe dans différentes entreprises. Alors que des grands groupes, donc c'est sûr qu'il y a un biais, grand groupe qui est très spécifique, mais Ouais. c'est dire, même au sein de différents groupes, il y a vraiment, je trouve que ça permet de sentir aussi l'impact de la culture de l'entreprise et cetera, qui derrière permet un peu de savoir ce qui est important ou pas dans les étapes, de carrière ensuite. Après, bien sûr, c'est un monde qui est pas toujours facile. Ouais. On peut travailler beaucoup, ça dépend des périodes, mais Qu'est-ce que tu appelles travailler beaucoup? disons que le BCG est un cabinet qui par ailleurs est assez cher. Voilà, c'est top du top des cabinets de conseil. Les clients payent très cher, et donc il faut qu'on soit là pour délivrer. Délivrer. Et puis, on est aussi un peu on doit s'adapter aussi aux besoins du client et cetera. Donc si, il faut avancer, le steering committee d'une semaine et l'avoir après-demain et du coup passer, de nuit à le préparer alors qu'on pensait qu'on avait 10 jours pour le faire, Faut y aller. on le fait. OK. Donc voilà, et il y a des missions qui sont aussi plus stressantes pour le client et donc pour nous que d'autres. On fait tous des missions de réduction de coûts, ce genre de choses. Dans ces cas-là, c'est difficile pour les clients, c'est difficile pour les consultants, souvent c'est des timelines très serrées donc OK. voilà. Donc beaucoup ça peut être, voilà, ça peut effectivement être, des nocturnes et cetera. En contrepartie et ce que j'ai plus aujourd'hui, quand on n'est pas staffé,
Par exemple, quand on part en vacances d'été pendant 3-4 semaines, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on laisse rien, on n'est Tu pas pars là, staffé sur une t'es mission. tranquille, quoi, du coup. Si tu arrives à partir en Ok. vacances entre 2 missions, Ouais. tu pars sans ordinateur. Alors je te dis ça, je suis sûre qu'aujourd'hui, toi, tu peux plus beaucoup en vacances sans ordinateur. Malheureusement. Voilà, bah moi non plus. Et du coup, ça, par exemple, ça permet quand même de vraiment recharger les batteries entre 2 missions. Donc Ok. c'est comme ça aussi qu'on peut trouver un équilibre. Il y a Mais voilà. beaucoup d'intercontrats ou pas Ça Franchement, dépend. bah, ça dépend un petit peu. Ok. Mais des quelques jours, souvent, quand même, on finit une mission, on n'est pas forcément restaffé le lundi tout de suite après. Donc on a quelques jours qui permettent aussi de finaliser, je sais pas, faire ses notes de frais, faire le compte rendu de mission, ce genre de choses. Et après, sinon, pour les vacances, souvent, le staffing essaye justement de staffer jusqu'aux vacances et restaffer après les vacances. Et du coup, ça permet aussi de recharger les batteries. Donc ça, c'est quelque chose qui permet d'équilibrer pas mal le rythme de vie, je trouve. Et après, la dernière chose qui est difficile on arrive à nouveau, on a 24 ans, on n'est pas expert de rien, on apprend tout. Mm. Par ailleurs, on est une jeune femme, pas forcément qui projette énormément de seniorité. On travaille avec des dirigeants de boîtes du CAC 40 en gros. Donc voilà, et donc c'est aussi un apprentissage de comment on se fait entendre, écouter, Ok. Une comment on posture prend sa aussi. place. Voilà. Donc Ok. très bonne école sur ça. Pas toujours facile, à nouveau en fonction des clients, de la culture d'entreprise. Ok. Est-ce que c'est dur de rentrer au BCG? Tu te souviens un peu du Oui. process ou Ouais, pas? ouais, ouais, c'est des process d'entretien qui sont assez difficiles. En fait, quand on le fait, ce qui est pas mal quand on le fait directement en sortie d'école, c'est qu'on est nombreux à préparer. Donc on se fait des groupes de préparation. Ok. Mais effectivement, c'est des études de cas qui sont assez, ça nécessite vraiment de se préparer beaucoup. C'est n'importe quelle personne qui a le cerveau bien fait, qui a envie de faire ça peut y arriver, mais ça nécessite vraiment de se préparer. Ok. On peut pas y aller au talent, c'est sûr. Donc voilà, c'est plusieurs tours d'entretien. Ça a peut-être un petit peu évolué aujourd'hui, mais souvent c'est d'abord un cas numérique sur un ordi, etc. Et ensuite 3 ou 4 rounds avec 15 minutes de fit et 45 minutes d'études de cas. Et donc en tout, je crois 3 ou 4 tours d'entretien. Ça va. Donc oui, Enfin, 3-4 tours, c'est. c'est ça. Mais bon, c'est en sortie d'école, donc c'est quand même assez Oui, oui, lourd ouais, comme ouais, process. ça arrive Et comme ça. donc souvent, en fait, c'est pas mal de se préparer à plusieurs et ensuite de passer plusieurs cabinets parce qu'en fait, il suffit que le jour d'un cabinet ou de l'autre Mm. soit en forme, pas en forme, ou que ton CV passe dans un ou l'autre. Moi, venant de Sciences Po, quand je suis arrivée au BCG, il y en était très peu de pure Sciences Po. Il y avait des Sciences Po HEC, etc. Pure Sciences Po, c'était pas trop la cible des cabinets de conseil à l'époque, des grands. Donc, par exemple, mon CV n'était pas passé dans plein de cabinets. Ok. Et le BCG était un des premiers, et je pense que c'est une des forces du BCG, d'avoir plus de diversité de profils. À nouveau, tout est relatif. Plus de diversité de profils que dans d'autres cabinets, et du coup, qui s'ouvrait un petit peu plus à des écoles Ok, un des écoles un peu peu. moins de Ouais. haut standing, entre Ouais, guillemets, c'est ça. que. Ou Ok. plus avec des profils pas forcément prépa, Ouais. voilà. Ok. Ce qui n'était pas le cas d'autres grands Ouais. cabinets. Je pense qu'on a un peu fait le tour, mais est-ce qu'on gagne bien sa vie au BCG? On gagne très bien sa vie au BCG, très Ouais. rapidement. Très Euh, rapidement, ok. Tu ouais, commences à, si tu peux partager, je sais pas, quelques chiffres que tu as en tête, je pense, comment? je pense que ça a beaucoup évolué. Mais Ouais. globalement, t'es bien payé rapidement, 30-40% de plus que tes. Je sais pas, je comparais d'autres parcours en sortie de mon master, ça pouvait être aller faire du contrôle de gestion dans un groupe. Je gagnais facilement 30 à 40% de plus tout de Ok. suite en sortie d'école, même en Ouais. stage déjà. Et ensuite, en fait, on est promu, si tout se passe bien, on est repromu rapidement. Moi, j'ai dû avoir ma première promotion après 15 mois ou 18 mois. Ok. En fait, à chaque promotion, il y a un écart de salaire qui est assez important. En salaire fixe, il y a aussi pas mal de bonus. Et plus tu avances, plus la part du bonus est important aussi. Ok. Donc rapidement, on gagne beaucoup. Moi, au bout d'un moment, quand je suis passée manager, on commence à gagner vraiment beaucoup d'argent. Ok. Enfin, après, tout est relatif, mais bon, j'ai un rapport à l'argent. À nouveau, je suis pas de ce monde-là. Ouais. Et donc moi, j'étais passée à 80% en temps partiel Ok. pour pouvoir travailler sur un autre projet en parallèle et aussi pour pas m'habituer à un niveau de salaire trop élevé, Ok. en sachant très bien que je resterais pas forcément dans Ouais. un métier où j'allais continuer à gagner autant d'argent. Ok. Donc bon, 80% à salaire BCG, ça reste très très confortable. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais toujours un peu cette idée en tête de me dire je veux pas trop m'habituer pour me garder une porte de sortie parce que je pense que le salaire, que ce soit au BCG, dans des boîtes de finance, etc., c'est aussi un moyen de rétention et je voulais pas rentrer là-dedans. Ouais. Et surtout, si tu es habitué à ce niveau de salaire, après repartir, enfin, faire autre chose, c'est compliqué si tu dois faire un cut énorme, Oui, quoi. c'est ça. Avant tout ça, tu avais je sais pas, je sais que tu as un projet, je sais pas si c'est lié, mais enfin, tu as un projet perso, on pourra peut-être en parler. Est-ce qu'il y avait un métier en particulier que tu voulais absolument faire, même un peu plus jeune, etc., et ça n'a rien à voir, ou tu n'avais pas d'idée? Comme moi, j'avais zéro idée, par exemple. Et, Pas du tout d'idée. ok. Et à nouveau, peur du choix.
OK. Le plus je peux ne pas choisir et m'enfermer. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien devenir expert d'un sujet. Ouais. Moi, c'est pas trop. Ça va Enfin, bien pour avec ce que tu fais l'instant. actuellement, du coup, Ouais, c'est aujourd'hui. exactement. Moi, pour l'instant, alors peut-être que je trouverai un jour le sujet duquel j'ai envie de devenir experte, Ouais. mais ça a jamais été trop mon point. Donc même au OK. BCG, j'aimais bien aller chercher. Alors bien sûr, il y a les industries qui m'intéressent plus que d'autres, etc. Mais voilà, jamais cherché à être experte ou à me focaliser sur un métier. J'aimerais bien qu'on passe un peu à la partie suivante, à savoir comment tu as fait la bascule, du coup, du consulting à une startup. Pour le coup, une vraie startup, c'était sûrement très early quand tu les as rejoints. Moi, j'ai un peu ma petite idée, mais le tout, c'est que tu puisses le partager aux gens qui vont nous écouter. D'expérience, je sais que c'est assez compliqué, un peu moins maintenant, mais c'est compliqué de faire la bascule consulting startup. Même si je le vois depuis 1 an, c'est les profils consulting, bonne école sont quand même assez recherchés sur des rôles assez clés dans les startups. Mais pendant très longtemps, c'était vraiment non, non, on veut quelqu'un qui a une expérience en startup pour être dans une startup. Là, ça change un petit peu. Bref, si tu peux nous raconter un petit Ouais. peu toi, comment t'es passé du coup chez CO2AI, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Alors du coup, moi, ça a été plus une transition qu'une bascule parce qu'en fait, l'aventure CO2AI commence au BCG. Mm. Pour l'histoire, donc Charlotte Degault, qui est aujourd'hui la CEO de CO2AI, était ma première manager quand je suis arrivée au BCG. Ok. Donc on se connaît depuis assez longtemps et on a pas mal travaillé ensemble au tout début de mes années BCG et ensuite on a chacune fait d'autres choses, mais on est toujours restés en contact. Donc je la connais du BCG depuis assez longtemps et elle, en 2020, il me semble, elle gagne un appel à projet interne au BCG pour pouvoir investir des ressources sur le développement d'une solution interne pour aider les grands groupes à réduire leur empreinte carbone. À l'époque, c'était comment on construit un outil interne pour aider les projets de décarbonisation et surtout de mesure d'empreinte carbone à l'époque, pour qu'on puisse voilà, vraiment vendre ce type de projet à nos clients. Du coup, elle a ce budget interne et elle peut commencer à staffer une équipe, à développer un projet, etc. Elle fait ça avec plutôt des équipes de la division Data Science du BCG pendant plusieurs mois. Et en fait, au bout d'un moment, heu, elle se rend compte qu'il y a quand même un marché pour ça et que, il y a aussi une possibilité d'en faire plutôt un logiciel que simplement un algorithme bien fait qui va aider des missions de conseil. Du coup, commencent des discussions avec, les équipes dirigeantes du BCG sur qu'est-ce qu'on fait de, CO2AI qui est devenue, en fait, cette équipe interne Mm. un petit peu bizarre au BCG. Et à ce moment-là, en fait, moi, je rentre, j'avais quelques mois de pause, au BCG. Dans le cadre de mon 80%, en fait, je cumulais des jours de congé et je prenais, Ok. des mois, pour travailler sur, mon autre projet, tu pourras parler si tu veux. Du coup, je rentre, de ces quelques mois d'arrêt. Comme toujours, quand on rentre, et qu'on veut un petit peu choisir, sur quelle mission on va être, staffé au BCG, on écrit au manager qu'on aime bien. «Ah, tu Ok. fais quoi en ce moment? Tu as pas un projet pour Ah, moi?» et tu peux cetera. choisir tes missions du coup. Bah, Enfin, tu peux un petit peu influencer le staffing. ok. Si tu es au courant qu'il y a une mission qui arrive dans 2 semaines et cetera, Mm. voilà. Petit à petit, tu deviens de plus en plus acteur de ton staffing, surtout quand tu passes manager et cetera et donc l'idée, tu contactes les managing directors, que tu aimes bien en disant: «Voilà, je rentre dans 2 semaines, Ok. de mon de mon temps off. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose pour moi?» et cetera. Comme ça, soit ils gardent une place, ils attendent 2 semaines, soit moi j'attends 2 semaines pour être staffée et cetera. Donc parmi ces personnes-là, j'écris à Charlotte, qui me répond, «Ah ouais, ouais, ça va trop te plaire, t'inquiète, lundi, tu nous rejoins, on fait un off-site avec l'équipe, en dehors de Paris, je t'expliquerai». OK, moi confiance, aveugle, de toute façon je savais pas trop ce que je voulais faire. Lundi, j'arrive, j'appelle ma staffeur, je lui dis: «Alors, pour info, je vais à un off-site d'un truc avec Charlotte Degault, je sais pas trop de quoi il s'agit, je te tiens au courant». Ça veut dire bon, de toute façon, j'avais rien tout de suite pour toi, donc OK, très bien, tiens-moi au courant. Donc j'arrive au milieu de ce truc-là et je sais pas trop ce qui se passe et donc là, elle m'explique parce que du coup, j'avais pas trop suivi l'histoire. Enfin de manière très lointaine, elle me dit: «Voilà, on a ce truc-là et en fait, on est en train de réfléchir à ce qu'on en fait et mon idée, c'est peut-être qu'on va peut-être, sortir du BCG». Ok. Donc déjà à l'époque quand je rejoins, c'était en mars ou février ou mars 2022. Et en fait, je rejoins à ce moment-là et pris la décision, au niveau BCG global, donc là on parle de BCG corporate, aux US et Grosse cetera. décision du coup. Grosse Ok. décision. Oui, on va essayer de sortir CO2AI de BCG et d'en faire, une boîte autonome. Parce que, des business models différents, des besoins de ressources différents, ça devient trop gros dans le BCG, c'est pas, adapté au business Ok. model. On staffait des consultants en interne. Donc je rejoins à ce moment-là et en fait là, c'est ouvert, plus d'1 an de travail pour pouvoir créer Citoyen en tant que structure, recruter les bonnes personnes et cetera et se préparer à la sortie, lever des fonds pour la sortie également. Donc toi, t'étais déjà Voilà, moi dans le du coup, process, j'étais bien sûr. staffée Ok. en interne Ok. que pour travailler sur Citoyen. Pour Donc pas sur des lancer le voilà projet, avec ça. et Ok. déjà en me disant: «Bah, tu gères en fait tout ce qui n'est pas produit, pas commercial,
Voilà, tu fais, la OK. finance, les RH, le légal, les discussions de paperasse et cetera, Ça, c'est ce que Charlotte t'a dit? Enfin, elle voilà, t'a c'était dit: en «Je fait vois ça parce pour que toi, c'est toi qui vas construire cette en partie-là», fait, c'est quand ça? je suis arrivée, il y avait déjà des personnes qui étaient sur le produit, le OK. commerce, le Oui. marketing. Je dis: «En fait, j'ai besoin de quelqu'un pour gérer ça parce que maintenant on passe dans une nouvelle phase de projet». Ouais. Donc j'ai pris ces sujets-là, très différents bien évidemment à l'intérieur du BCG qu'une fois qu'on en sort. Parce qu'à l'intérieur du BCG, c'est des études de staffing de personnes déjà recrutées. Ouais. On sort du BCG, on OK. et du coup, il se passe un peu plus d'un an et on signe, avec le BCG et nos investisseurs, de notre première levée de fonds, la sortie du BCG en avril 2023. OK. C'est Partech, c'est ça? Non? Partech en Ouais, France, Partech. ouais, Ouais. et Unusual Venture, OK. qui est un fonds de VC, de la Silicon Valley. Et ça. Donc voilà et du coup, on est une vraie start-up depuis avril 2023. Mais du coup, pour moi, la transition a été assez douce parce que du coup, j'ai passé, 1 an à travailler sur la sortie et du coup, je me posais pas énormément de questions au moment de signer la sortie. Il fallait qu'en même temps qu'on signe, les papiers, je pose ma démission au BCG et OK. je prenne un contrat dans la nouvelle entreprise. Mais c'était assez logique pour moi OK. de Tu suivre la sortie. as hésité ou pas? Pas trop. Alors, il y Mmh. avait quand même eu un petit point, parce qu'au moment de la sortie, j'étais enceinte Ah, de OK. mon fils. Ouais, donc du coup, 1er trimestre et cetera, donc il y a aussi un petit peu de réflexion de, voilà, quitte un confort ouais. absolu au sein du BCG avec, des conditions de congé, Mmh. maternité et cetera qui sont et pour, sauter dans l'inconnu un petit peu, quoi. Donc petit moment de doute, mais ça a été très, très rapide en me disant: «De toute façon, j'ai pas grand-chose à perdre, je connais, la boîte, je connais, donc voilà». Du coup, tu es sur un rôle, en fait, donc bon, tu pas eu de process en tout cas. Non. Heu, ça, c'est le côté cool. Comment tu définirais ton rôle aujourd'hui? COO ou VP Ops, appelons-le Ouais, comme ça peut être flou pour plein de monde. Alors que tu vois, CTO, CEO et cetera, ça peut être un petit peu plus, commun, on va dire. Comment tu définis ton rôle de manière très simple et après on va un peu approfondir? ça marche. Du coup, je suis à la fois, directrice commerciale, DRH, directrice légale et j'ai une casquette, chief of staff, un petit peu implicite, et du coup qui regroupe des sujets de communication interne et de process interne, et des sujets de relations avec, par exemple, les acteurs publics, la région Île-de-France, la French Tech, la BPI et cetera. En gros, pour faire court. Ça veut dire que tu gères toutes ces équipes, c'est toi Ouais, la manager, c'est ça? exactement. OK. C'est ça ça fait beaucoup pour une personne. Tu as commencé, enfin je crois que de mémoire, tu as plutôt commencé par l'équipe, HR, et finance, c'est ça? Puis après tu as eu d'autres équipes. Comment ça s'est passé un peu ton évolution chez Toei sur Heu, ce poste-là? ouais, en fait, j'ai toujours eu ce même périmètre. OK. J'ai même eu le marketing pendant 1 an et demi Ouais. et bon, pour, d'autres sujets. Mais du coup, j'ai toujours eu ce périmètre, avec un petit peu moins de, focus il y a quelques mois sur la partie relations publiques, mais j'ai toujours le même périmètre. Mais effectivement, au début, quand on est sorti du BCG, donc on était une quinzaine dans l'équipe, j'avais uniquement, Néa que tu connais dans l'équipe, Mmh. RH, qui met tous les sujets admin RH et cetera. Et à part ça, tous les autres sujets, je les traitais en individuel contributor, quoi. Mmh. Donc en fait, j'étais manager, d'une personne, Mmh. et on travaillait avec des recruteurs, externes, pour recruter, donc que je pilotais et cetera. Mais sinon, j'étais manager d'une seule personne et petit à petit, j'ai constitué mon équipe. On reste une équipe assez petite et il y a encore des sujets, notamment sur les sujets légaux où, je gère des avocats externes, mais j'ai pas d'équipe en interne sur le légal, par exemple. OK. Et donc aujourd'hui, j'ai 5 personnes dans mon équipe. OK. Mais il y a encore une partie du travail que je fais moi-même en IC, quoi. Ça rejoint un peu ce que tu disais, je sais tout faire, mais sans vraie expertise. Et ça, du coup, bah, ça te va bien, du coup. Il y a plein de choses, je pense, que tu as dû apprendre, tu vois, notamment sur la partie RH, et cetera. Comment tu as fait pour exploiter, en fait, un nouveau métier, même plusieurs nouveaux métiers, j'ai envie de dire. C'est quoi un peu ton petit secret? Enfin, comment tu as fait un peu Ouais. pour performer un peu dans des rôles que tu avais pas forcément fait? Bah, déjà, j'en apprends encore tous les jours, hein, parce que notamment sur les sujets RH, Ouais, là, c'est c'est vaste. on s'arrête jamais. Surtout qu'on a des personnes dans différents pays, donc OK. Ouais. petite complexité. Mais du coup, déjà, l'important, c'est de ne pas se considérer comme expert quand on ne l'est pas, Mmh. parce qu'en fait, du coup, ça permet, rester toujours très humble et revérifier, refaire des recherches. Ouais. ChatGPT, est très utile pour ça, même s'il a pas toujours la réponse, mais permet de trouver les bonnes ressources et cetera. Hem, Ne pas hésiter à demander à un ami,
Alors des fois, on a des partenaires, des avocats, et cetera, qui peuvent être utiles, mais en fait, c'est important aussi, et je le fais sûrement pas assez, mais d'avoir un réseau de personnes qui sont déjà passées par là avant. Et même si mon rôle a l'air un peu bizarre et hybride aujourd'hui, dans toutes les startups de Paris, il y a des personnes qui ont ces rôles, Ouais. qui prennent tout ce qui n'est pris par personne d'autre, Ouais. des Chief Everything Ouais. Else Ouais. Officer, et du coup, essayer d'avoir des contacts avec ces personnes-là Ok. et de leur écrire: «J'ai tel sujet, je sais Ouais. pas, comment tu gères la parentalité chez toi?» ou Ok. pour permettre un peu de s'ouvrir un petit peu et de récupérer, et pas toujours réinventer la roue. Parce Ok. qu'en fait, sinon on n'est pas efficace, de toute façon on n'a pas le temps. Ouais. Donc voilà, et ensuite, sur certains postes, notamment à la finance ou même le recrutement, Ouais. recruter des experts en fait. Ouais. Moi, c'est ce que j'avais bien aimé quand on a bossé ensemble, c'est que tu avais cette position, je sais pas faire, grosso modo, aide-moi et viens, on fait ça ensemble. Mmh. Ça, j'avais bien aimé et pas cette position, tiens, fais ci, fais ça, Mmh. mais plus ce domaine-là, je sais pas forcément le faire, on fait ça ensemble, allons-y. Ça, j'avais bien aimé. En tout cas, c'était assez pédagogue et la position que tu avais, moi, ça m'avait donné envie, en tout cas, Ah ouais. de bosser avec toi, versus quelqu'un qui t'impose des choses et qui te dit fais ci alors que la personne, elle sait pas faire et ça se voit très très vite. Et ça, c'était cool. Donc, j'imagine que tu as dû aussi peut-être le répliquer dans certains domaines Ouais. et demander de l'aide et déléguer quand il le fallait, quoi. Ouais. Mais après, c'est un peu un challenge du quotidien aussi en tant que manager. Comment tu apportes de la valeur Ouais, à des personnes que tu manages, mais ouais, dont tu ne sais pas faire le métier, ouais, ou que totalement. partiellement, même Ouais, côté finance, hein, ouais. et comment tu les aides à grandir, et cetera. Bah, Et en étant comment très tu fais du clair, coup? bah, faudrait leur demander. Comme comme Néa en RH qui est pure RH, comment elle fait pour step up sur ce métier-là? Mmh, Alors que toi, t'es pas RH et même si tu en as un petit peu fait, mais comment elle fait, elle, pour step up avec, ouais. tu vois, elle bosse pas avec une DRH qui a fait ça depuis 15 ans, et Mmh. cetera. Comment elle fait pour grandir? Bah, je pense qu'il y a être très clair aussi sur ce que je sais faire et ce que je sais pas faire. Ouais. Donc pas prétendre même vis-à-vis d'elle, et cetera, de je sais. Donc parfois c'est: «Tu sais pas, moi non plus, bah, on va chercher ensemble, hein». Et parfois aussi de lui dire: «Bah, en fait, sur ça, je sais pas te former, hem, forme-toi. Voilà telle formation, voilà OK. telle personne à qui parler», et cetera. Et après aussi, se dire: «OK, elle est dans un track RH, faut apprendre des choses, RH, mais qu'est-ce que je peux quand même lui apporter, que je sais lui apporter, qui peut lui être utile dans n'importe quelle, position?» Et je pense pour ça, les skills qu'on apprend au BCG, en tant que manager au BCG ou en tant que consultant au BCG, en fait, sont réplicables et sont utiles sur un peu n'importe quel Mmh. métier, à différents niveaux. Mais du coup, j'essaie d'aussi apporter d'autres choses complémentaires, plutôt que uniquement de l'expertise, RH. Et après, dans tous les cas, en startup, on apprend tous en faisant aussi, quoi. Donc, je pense que son niveau d'expertise, juste par défaut, a augmenté parce que, de recherche et Ouais, OK. Qu'est-ce qui t'a plus surpris un peu sur ce rôle, sur la première année, par exemple? Moi, j'imagine que tu savais pas vraiment vers là où tu allais, mais est-ce qu'il y a un truc qui t'a surpris? je pense que quand on a fait la bascule, du coup, on signe et donc, on était, toutes les fonctions de support étaient plus ou moins gérées par le BCG, et donc moi, c'est de la gestion, mais c'est pas il y a pas d'opérationnel, en fait, et ensuite on passe, Ouais. on est une entreprise, on doit faire tourner, quoi. Mmh. Et donc tout d'un coup, Mmh. tu là: «Il Mmh. faut que je tourne ma première paye, il faut que je paye mes premières factures». Au début, je le faisais toute seule, quoi. Mmh. C'était et se dire, en fait, toutes ces choses-là de la vie d'une boîte qui, en fait, alors n'ajoutent pas forcément de la valeur, mais qui ont un pouvoir de nuisance très, très fort s'ils sont pas réglés. Mmh. En fait, ça on peut se noyer dedans et ne faire que ça, quoi. Ouais. On pourrait, juste la gestion des affaires courantes, qu'on soit 15, qu'on soit 60, qu'on soit 500, et c'est dur aussi à prévoir, très difficile de prévoir ce qui va sortir. On peut avoir, tout d'un coup un arrêt maladie qui est pas prévu, tout d'un coup un client, qui a un sujet de contrat, donc voilà. Et donc ça, c'était assez surprenant de voir la masse de choses, en fait, qu'il y a à gérer au quotidien, les petites questions, les petits bobos. Et donc, essayer de trouver l'équilibre, entre ça et faire des sujets plus stratégiques, structurants. C'était l'unique chose que je faisais avant, quoi. Donc, OK. En parlant de ça, du coup, c'est quoi un peu ta répartition, de ton job entre opérationnel, strat, vision, ouais, vision strat, gestion humaine, ce genre de ouais. choses? Est-ce que si tu vois, si on doit dessiner un petit camembert, est-ce que tu arrives un peu à avoir une image de ce que tu fais? Ça dépend, en fait, vraiment des périodes. OK. Là, par exemple, mois de décembre, on est en pleine période de clôture commerciale. Je fais beaucoup de légal, et donc c'est de l'opérationnel légal, mais un petit peu toute seule, et cetera. Donc, voilà, ça dépend aussi. Maintenant, je suis beaucoup mieux staffée dans mon équipe, donc j'ai quelqu'un à la finance, qui est arrivé en septembre. Avant ça, ça avait été un peu, de l'intérim, et cetera. Donc, ça me permet aussi de, réduire la part opérationnelle sur ça. Donc ça dépend des périodes.
Mais je dirais que je couperais en 4. Franchement, un quart OK. de RH, quand même, parce que je garde quand même beaucoup de suivi de talent en direct, et cetera. Ouais. Un quart de finance, un quart de légal et un quart de sujets un peu transverses, stratégiques, OK. voilà, à peu près, OK. sur l'année. Mais d'un mois à l'autre, ça peut être 99% de RH, 1% de stratégie. Je trouve que tu as beaucoup de responsabilités. Il y a des gens qui vivent bien la pression. Est-ce que tu sens, toi, une forte pression? Pas du tout. Des fois, c'est périodique. Comment tu Mmh. vois ça un peu? Sujet un peu pression. Ouais. Sur la leadership team, donc moi je suis pas du tout, attachée au titre, au statut, Ouais. mon titre n'a aucun sens, un VP Operation, Ouais. personne, enfin, mais vraiment Oui, ça m'est égal. ça se sent, ouais. Et c'est important dans la culture de la boîte de citoyen. OK. Quand tu te souviens quand on faisait passer des entretiens des Ouais. fois à des postes un peu, dirigeants, il y avait des personnes qui étaient là, à chercher un peu le titre et tout, on se disait: Ouais. «C'est pas la bonne culture, c'est pas Ouais, le bon ouais. fit» et on n'a pas du tout une leadership team en mode, statut. Donc ça, voilà, il y a pas un statut et ma prochaine aventure, ça va pas être, j'ai besoin d'être dans la leadership team. En revanche, ce que j'apprécie et ce qui est important pour moi aujourd'hui dans mon boulot, c'est d'être très proche, des décisions et de comprendre toutes les décisions stratégiques qui sont prises. Et ça, parce que, je suis dans la leadership team, parce que je suis très proche de Charlotte, du coup, la Ouais. CEO et parce que, finalement, forcément le DRH, le DAF sont toujours proches de ces sujets-là. Ça, c'est hyper important pour moi et je pense que j'aurais du mal à prendre un job plus tard, plus loin des décisions. Parce que je pense qu'il est important pour moi, des fois, on agree to disagree. Je dis Mmh. pas que c'est moi qui décide de tout, je suis toujours d'accord, mais comprendre pourquoi les décisions sont prises, c'est hyper important pour moi. OK. Et ensuite sur la pression, ça dépend des périodes. Je pense que j'ai quand même une bonne carapace. OK. Parfois, ça monte, heu et j'ai la chance d'être quand même dans une équipe dirigeante et dans une relation avec, ma boss du coup, où je peux lever la main et dire: «Attends là, stop, OK. j'ai besoin de réfléchir. OK. On est en train de précipiter le truc, je suis pas à l'aise, stop, donne-moi 48 heures, je réfléchis, je pose mes idées, je mesure les risques et ensuite on prend une décision». Donc voilà. Parce que souvent on avance, on veut Ouais. itérer vite, on veut avancer. Ouais. Donc voilà. Donc au moins j'ai cette chance-là donc parfois effectivement, ça peut être un peu lourd, je peux Ouais. passer des journées un petit peu compliquées, me mettre un peu la pression. Quand vraiment ça monte, j'ai la chance de pouvoir faire ça sans Ouais. avoir peur de pas être, reconnue, de perdre de la crédibilité, enfin donc Ouais. ouais. Sur ce rôle, du coup, qui est assez transverse, qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu aimes le moins? Il y a Hem, forcément quelque chose ouais. qu'on n'aime pas faire, tu vois? La partie admin, j'en sais rien. J'ai déjà interviewé des gens ou discuté avec des gens qui me disaient: «Voilà, 100 de mon job, j'aime tout» et cetera. Pour moi, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Après c'est dur de pointer les choses Ouais. mais c'est vrai que un de mes autres, surnoms, dans la boîte quand on sait pas trop comment définir mon rôle, c'est crap magnet. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui tourne pas rond, ça va chez moi. Ouais, Donc il y a vraiment. un problème à régler, c'est pour moi. Et OK. donc parfois, le problème arrive, il est soit intéressant, soit ça fait facile à régler et cetera. Parfois, en fait, c'est pénible ou parfois ça peut être un peu frustrant de dire: «Franchement, est-ce que c'est vraiment un problème?» parce que j'ai Mmh. tellement d'autres choses à gérer que en fait, oui, je sais que les bureaux, ils sont pas parfaits, que machin, bon. Est-ce qu'on peut arrêter d'en parler, quoi? Donc voilà, des fois, il y a des petits points où quand justement il y a beaucoup de pression sur les sujets plus stratégiques et cetera, cette réaction à ces petits problèmes, alors ça fait Ouais. partie de mon rôle, hein, et de mon Ouais. équipe, mais ça peut être un Ouais. petit peu pénible. Les sujets légaux, alors j'apprends beaucoup intellectuellement, c'est intéressant, mais c'est pas ma passion. Je prendrais pas un job de directrice Ouais. juridique, Ouais. c'est pénible les discussions, les négociations sur ça. Après moi, ce que j'adore, c'est, justement déjà comprendre toutes les décisions, être exposée à ces sujets-là. Je suis quand même dans une position où j'ai la chance de choisir avec qui je travaille et qui va travailler chez Citoyen. Alors c'est pas moi qui décide de tout, mais j'ai une influence quand même assez importante sur, heu, voilà, le choix. Est-ce que la personne est en ligne avec les valeurs de la boîte? Est-ce qu'elle va bien fitter et cetera? Et ça, du coup, ça fait qu'on s'est créé une équipe avec des talents extraordinaires et avec qui j'aime travailler, avec qui je suis en phase et donc ça, être dans une position comme ça de force sur choisir avec qui je travaille, C'est cool. OK. c'est hyper cool. Et après les sujets financiers, stratégiques, relations investisseurs, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais dans du coup mon périmètre finance, Ouais, il y a relations beaucoup publiques, il de y a en fait toutes les relations investisseurs, c'est chez moi aussi, donc le board et cetera, OK. c'est moi qui gère et ça c'est hyper intéressant, même en termes de croissance, OK. d'apprentissage, d'exposition à des personnes, seniors ou des personnes qui viennent d'autres milieux, c'est hyper intéressant. OK. Il y a quelque chose de très complexe dans ce job ou pas? Typiquement, enfin, tu vois, quand tu as des boards, la préparation des boards, tout ce qui va être, dashboarding en amont, préparation et cetera. Est-ce que ça, c'est un sujet complexe ou pas forcément, ça demande juste de la préparation?
Et est-ce que tu vois autre chose qui pour toi est très complexe? Le plus difficile, je pense qu'il y a les sujets relations investisseurs où, c'est pas tellement la préparation, mais c'est d'anticiper quels sont les beaux sujets à ramener, comment on a le bon niveau de discussion. Oui, on est complètement transparent avec nos Mmh. investisseurs, mais comment on utilise bien leur temps et cetera. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours, des sujets très stratégiques, donc ça, c'est un sujet. Honnêtement, les sujets de communication interne, on est très, très transparent. Enfin, tu as expérimenté la culture du citoyen, on est quand même très transparent, toute la boîte est au courant, des enjeux, de la stratégie, de où on en est sur les chiffres et cetera. Mais il faut aussi gérer, comment on communique, pas ce qu'on communique parce qu'on communique tout, mais comment on communique pour que ce soit pris de la bonne manière, garder l'engagement, qu'il y ait pas de rumeurs, ce genre de choses. Ça, c'est aussi difficile de dire quel est le bon moyen de faire passer le bon message parce qu'entre nous, leadership team, bah, on s'en parle comme ça et cetera, mais ensuite comment à 60 personnes, Mmh. tu es sûr que tout le monde comprend bien de la bonne manière. Ça, c'est aussi très dur à calibrer et demande, justement de se poser et c'est typiquement sur ce type de sujet où parfois je dis: «Attendons avant de lancer la com». Je veux juste bien relire à tête reposée demain pour être sûr que ça peut pas être mal compris, mal interprété et cetera. Donc ça, je trouve que c'est difficile. Je reviens un peu sur ta «relation» entre guillemets avec, Charlotte. Tu vous suivez depuis longtemps. Ouais. Ça a été ta première manager. Aujourd'hui, je pense qu'elle est aussi très prise par ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu apprends encore de Charlotte? Sur quoi, est-ce qu'il y a des sujets? Est-ce que déjà vous avez le temps? Enfin, quelle est votre relation, on va dire, professionnelle Mmh. aujourd'hui? Est-ce que vous voyez beaucoup et cetera? Et aussi, qu'est-ce qu'elle t'apprend encore aujourd'hui dans ton rôle? Ouais. On se voit pas mal, minimum 30 minutes par semaine, ce qui est pas énorme. Mais en ce moment un peu plus, enfin 30 minutes en one-one. OK. Après on a des comités stratégiques, tous les lundis, et on a des calls avec toute la leadership team le mercredi aussi, donc ça de toute façon c'est dans les agendas. Souvent on prend, en fonction des périodes, 1/2 heure, 1 heure en plus pour préparer quand on a un call avec un investisseur ou ce genre de choses. Donc on se voit quand même beaucoup et on se parle, franchement je pense qu'on se parle tous les jours. Donc même si, elle me fait confiance par défaut et voilà, si je lève la main, elle prend le temps, si je lève pas la main, elle me laisse, dérouler mes sujets, Mmh. donc ça, c'est assez agréable. Qu'est-ce qu'elle m'apprend? Je pense qu'elle m'a aussi appris à comment ne pas dire à quelqu'un ce qu'il doit faire sur son périmètre OK. quand on n'est pas expert de son périmètre. Mmh. Donc sur ça, et après c'est surtout sur, voilà, les sujets de gestion d'interlocuteurs, ces sujets-là où elle est très forte à ça. Je OK. pense qu'elle a passé 12 ans au BCG avec des, clients très seniors et cetera et puis des, personnes en interne très seniors aussi donc des sujets plus, relationnels, politiques et cetera. Je pense qu'elle est assez forte à ça et après alors, c'est parce qu'elle m'apprend mais des raisons pour lesquelles elle gère bien la boîte, c'est aussi qu'elle a une vraie vision produit, vision marché et cetera, que moi je suis très contente que ce soit elle qui gère ça. Mais ouais. Tu mets pas du tout la main dans le produit, dans le sens tu regardes un petit peu, enfin est-ce que je vais pas dire que tu t'intéresses, mais est-ce que tu dois ou tu as besoin de connaître finement le produit ou pas du tout? Finement, non. Non? J'ai besoin quand même comme je pitch quand même CO2AI Ouais. quand je vais à des événements investisseurs, quand je rencontre des personnes, donc faut que je sache pitcher CO2AI de la bonne manière. Ouais. Ça fait très long honnêtement, alors faudrait que je le fasse, ça fait longtemps que je suis pas allée dans le produit. Vraiment OK. me connecter, en environnement de démo et tout. Je prends pas le temps, Ouais. mais voilà, je fais suffisamment pour pouvoir pitcher, OK. et pour pouvoir comprendre les enjeux internes aussi, de staffing sur les squads et cetera, donc je connais quand même pas mal le produit. Après, est-ce que je vais souvent dedans pour vraiment tester des choses? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un prix à payer pour avoir un peu un rôle de C-level dans une startup où ça bosse beaucoup? Tu es jeune maman, tu es en couple et cetera. Est-ce que tu arrives à comment tu gères un petit peu tout ça? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu dois faire des sacrifices? C'est quoi un peu ton organisation? Déjà, organisation, c'est un très beau mot. Ça demande beaucoup d'organisation. Ouais, Donc oui, effectivement, j'ai un petit garçon qui a 2 ans, donc ça demande beaucoup d'organisation, et ça demande d'être quand même dans une entreprise où on peut communiquer sur ses contraintes, de perso? manière, transparente et que ça crée pas de sujet. Donc ça demande beaucoup d'organisation. C'est sûr que j'ai des journées très chargées. Ça m'arrive de rouvrir, l'ordinateur le soir après le coucher de mon fils, de rouvrir, le week-end pendant les siestes de mon fils. Donc oui, on va dire que je travaille quand même, beaucoup, Ouais, mais j'ai pas à faire de sacrifices sur, je suis là le soir, quand il faut que je sois là, les ouais, week-ends, je suis avec lui. Donc voilà, c'est juste, plus le sommeil, ouais, où du coup, bah, on compense, pour travailler au moment des sommeils de mon fils, alors que parfois, bon, j'irais bien me coucher aussi. ouais. Et peut-être, voilà, si en plus on essaye d'avoir, heu
bonne relation avec sa famille, une vie sociale, le sport. Donc en fonction des semaines, il y a plus ou moins c'est plutôt sur ces sujets-là que les choix se font. Voilà, il y a des semaines où Ok. peut-être moins vie sociale, mais plus de sport pour justement retrouver un équilibre. D'autres semaines où besoin de sortir un peu, donc voilà. Mais on peut pas tout faire, c'est sûr. Ok. Ok, ça marche. J'imagine que ça doit pas être simple, mais ouais, moi pour être aussi entrepreneur et papa, c'est pas facile. Des fois, on aimerait bien le soir ne pas ouvrir le laptop, se reposer, être avec son conjoint. Le week-end, des fois, pas le faire aussi, mais bon, je pense que ça fait partie du job aussi. Ouais, c'est sûr. Ok, trop bien. Mais après, juste faire ça, moi je trouve que les enfants, enfin en tout cas le mien, c'est des instruments de déconnexion Ah oui, bah, incroyables. déjà t'es obligé. Enfin, Déjà, quand t'es avec t'es lui, tu peux obligé, pas. mais le nombre de fois où je quitte le bureau, je marche sur le chemin du Ouais. bureau, souvent je finis des mails, des Slack, et en rentrant à la maison, je suis encore à me dire: «Il va absolument falloir que je me reconnecte pour finir ça et ça ce soir». Ouais. Après, je passe 2 heures avec mon fils, le tunnel du soir, donc on va toujours un tunnel, mais c'est vrai que c'est intense, on peut pas faire autre chose, quoi. Le bain, le dîner, le coucher, jouer un peu, et cetera. Et en fait, ensuite, on couche, on range tout, et cetera. Mm. Une fois que je me pose, il doit être, je sais pas, 21h, Ouais, ouais. 25-21h. Ouais. Là, je me dis: «En fait, ça peut attendre demain». Ouais. Chose que j'aurais pas fait avant. Ok. Avant, je serais restée au bureau jusqu'à 21h, donc voilà, des fois, ça peut pas attendre le lendemain, et je trouve que ça aide vraiment à déconnecter, et je pense que ça permet de tenir aussi sur la durée. Est-ce que c'est l'âge qui te fait prendre un peu, entre guillemets, en maturité et te dire: «Non, c'est bon, allez, flemme, on repousse à demain, ça peut attendre demain, il y a pas mort d'homme» et voilà, quoi? Je pense que c'est oui, il y a un petit peu d'expérience, Ouais. je pense, de savoir ce qui peut attendre demain ou pas, et parfois aussi juste effectivement la confiance que j'ai dans mon rôle aujourd'hui et dans ma place dans la boîte, où parfois, bah, ce que je repousse à demain a un impact sur quelqu'un, mais je me sens très féline d'envoyer un petit Slack en disant: «Écoute, je sais que je t'avais dit que je finirais ce soir, ça te va si c'est fait pour demain midi?» Voilà, et en fait, voilà, ça permet aussi effectivement de trier, de prioriser, quoi. Ouais, OK. Sur le sujet timing, tu as une passion à côté? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais et aussi, bah, à quel moment tu as le temps de faire ça? Oui, du coup, donc on a évoqué un petit peu le sujet avant. J'ai une autre aventure entrepreneuriale à côté, où j'ai co-créé une marque de vêtements avec un ami très talentueux qui s'appelle Victor Weinsanto. La marque s'appelle Weinsanto, c'est le nom de pub. Hem, Vinesanto, Weinsanto, ça veut dire ça veut dire quelque chose c'est ou? un nom de famille alsacien, de ses racines. Donc on a créé ça pendant le Covid, il y a quelques années. Je dois admettre qu'aujourd'hui, je suis plus très impliquée. J'ai plus le temps, Lui, c'est honnêtement. le designer? Enfin, ou c'est Voilà, le c'est exactement, créateur? Ouais, c'est lui le créateur et designer, et donc on est cofondateur avec son mari et son papa, OK. historiquement. Et ensuite, d'éléments, tout ça a un petit peu bougé. Et du coup, donc je passais beaucoup de temps quand j'étais au BCG, c'est vrai que je prenais plus de temps Mmh. sur les sujets. Au moment de la structuration, maintenant l'équipe est aussi plus structurée, il y a d'autres personnes OK. dans l'écosystème, donc un petit peu moins besoin de moi. Mais c'est vrai que voilà, il y a des moments où j'essaye quand même de m'impliquer plus. OK. Mais aujourd'hui, j'ai plus énormément le temps. Mais après, je mets quand même 2 fois par an une demi-journée Fashion Week dans mon agenda, que tout le monde trouve un petit peu exotique. Et voilà, j'essaye de Ouais. participer comme je peux, mais c'est vrai que ça fait partie des choix. Puis c'est aussi une phase de la boîte où ils ont moins besoin de moi. OK. Donc voilà. Ils ont moins besoin de toi pendant Fashion Week? Tu veux dire? Non, Ah, non, tu veux justement, dire là, là, OK, d'accord. aujourd'hui, ces 2 dernières OK, années, OK. enfin, Ouais. c'est vrai que depuis Si Otoya et plus la naissance de mon fils, Ouais. plus la phase dans laquelle la boîte est aujourd'hui, Ouais. heu, voilà. Mais du coup, tu as des parts dans la boîte? Oui, Tu ouais, restes ouais. OK, d'accord. Oui, oui, je reste partie de. On a fait quasiment 3/4 de l'émission, mais j'ai encore quelques questions à te poser. Je reviens un petit peu sur pour moi, je vais pas dire le prix à payer, mais je pense quand on passe aussi d'un gros cabinet de consulting à une start-up, d'un point de vue salaire, il y a sûrement un cut qui est fait et je sais que c'est pas les mêmes standards. Euh, pour les gens, c'est un peu pour expliquer aux gens qui font du conseil, qui vont passer en start-up, à quoi s'attendre aujourd'hui là-dessus. Parce que tu as des gens qui déchantent parfois, ils doivent réduire leur salaire de 20-30%, etc. C'est quoi un peu la réalité du terrain et surtout, bah, pourquoi le faire en fait? Mmh. C'est quoi les bonnes raisons? Il y a peut-être un sujet aussi equity, on se projette, un projet, c'est autre chose. Mais c'est toi, qu'est-ce qui t'a fait accepter Ouais, un probable cut, je pense? Voilà. ouais. Heu, un cut, il y a toujours un cut. Je pense qu'il existait un temps, où il y avait des startups qui pouvaient se permettre de payer des consultants à leur salaire de consultant. J'ai quelques anciens amis du BCG qui étaient sortis en matchant leur salaire dans des startups, sur des postes de chief of staff, et cetera.
Aujourd'hui, je pense que c'est plus trop le cas. Et que ça peut être le cas quand on est consultant, ça fait 3-4 ans qu'on travaille et que les salaires sont pas encore trop élevés. OK. Quand on passe d'un poste de manager dans un cabinet de conseil, même à un poste d'équipe dirigeante, il y a forcément un cut. Là où il peut y avoir des très gros salaires, c'est si on a travaillé dans une grosse scale-up dans la tech avant et que du coup, on a dans ce monde-là acté un salaire plus élevé. Là, oui, on sait ce qu'il y a à payer, mais quand on vient d'un autre monde, Mmh. le pari est pas pris souvent. Après, c'est aussi un choix. Donc effectivement, il y a l'equity qui vient en plus de ça. Faut se projeter. C'est pas pour tout de suite, mais on se dit que c'est aussi le pari de l'avenir et ça permet d'aligner un peu les intérêts. Est-ce que ce sujet c'était important pour toi au début, un peu la partie equity? C'est un truc que tu as négocié? Est-ce que c'est toujours difficile à se projeter, comme tu le dis? Mais à quel point tu mettais de l'importance à ce niveau-là versus Mmh. le base salary, quoi? Hem, ouais, je pense que c'était important. Je pense que quand on était encore au BCG au début, je comprenais moins ces sujets-là aussi. J'étais moins dans ce monde-là, je m'étais moins intéressée. Donc l'allocation initiale, je m'étais pas trop penchée sur ce sujet. Ce qui est pas mal dans ce genre d'aventure, c'est que tu peux aussi avoir des top-up, enfin des rajouts au fur et à mesure. Et donc effectivement, c'est devenu un sujet important aussi d'alignement d'intérêts, de dire aussi quand on prend un poste dans une équipe dirigeante de start-up, il y a pas 50 postes au-dessus pour avoir des promotions tous les 18 mois comme dans un cabinet de conseil, avec des augmentations de salaire et cetera. En fait, il faut aussi accepter, même si le cut peut ne pas être incroyable au début, bah, probablement ça va stagner ou pas augmenter aussi vite que dans la finance ou dans le conseil. Et du coup, la compensation de ça, c'est aussi de passer par, une equity qui compense. Donc ça, c'est OK. assez important pour moi et pour les personnes de l'équipe dirigeante. Est-ce que c'est un truc sur lequel tu te projettes plus tard? J'espère que si O2A, il y aura un cash out et ça va me donner temps et ça va me libérer des choses et je pourrais aller sur peut-être d'autres projets? Ou c'est plutôt en fond, tu y penses pas vraiment, à quel Je pense que c'est un peu en toile de fond pour aussi rester aligné avec, la stratégie de la boîte et cetera. Je mise pas tout mon futur sur ça parce ouais, que voilà, je sais ouais, il faut qu'il y a des risques. Après, c'est vrai que parfois je fais un peu c'est un peu plus sur le ton de la blague, mais en me disant: «Bah, je sais pas, dans 4-5-6 ans, que ce soit, CO2A ou Vine Santo, je sais pas, mais peut-être que j'aurai une bonne nouvelle qui me permettra de changer un peu de vie et ouais, cetera». Mais voilà, c'est plus, dans l'hypothèse, parce qu'effectivement, de toute façon, quand on rejoint aussi une boîte, assez tôt, bah, c'est pas 2 ans après qu'on va ouais, trouver un cash out. On sait très bien qu'on se projette à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc voilà, il y a aussi, pas d'urgence sur ce sujet-là. OK. Je pense qu'on peut avoir une nouvelle discussion dans 2 ans, parce que je dis: «Bon là, il est temps peut-être, de voir la Faut y aller. couleur». Voilà. J'ai départ, hein, il faut y aller. Exact. OK. Vous donnez encore des equity aux new joiners Ouais, ou ça y est? toujours, OK, toujours. C'est ça marche. important pour nous, ouais. OK. Est-ce que tu sens ça que c'est chez plutôt les jeunes, c'est important, ils vous challengent un peu là-dessus? Pas trop? Ça dépend vraiment. En entrée de carrière, franchement, pas Pas trop. trop, ouais. Ouais. Et en plus, bon, comme on donne à tout le monde, les allocations sont pas super élevées, surtout initialement. On préfère faire des allocations de base qui sont pas très élevés, mais ensuite, augmenter ceux qui restent et qui sont investis et cetera. Donc souvent, les personnes qui sortent d'école, ou début de carrière, challenge pas trop. Les personnes qui connaissent mieux ce monde-là challenge pas mal. C'est Pour les plus jeunes, c'est pas forcément important. Dès qu'il y a 3-4 ans d'expérience, surtout ces personnes qui viennent du monde de la start-up, c'est hyper important. J'aime bien cette question, mais si jamais demain, ce que je ne souhaite pas, si O2A fermait pour X raisons, tu ferais quoi? C'est une excellente question, que bien évidemment je me pose dans les temps durs. C'est quoi le next step? Et je sais pas trop. OK. Mais je pense que je chercherais une position un peu équivalente. OK. De me dire, poste d'operators dans une aventure assez early stage. Parce que je pense que c'est un peu ce que je sais faire. Donc Ouais. 2 options, soit me dire que je vais essayer de faire ça dans une boîte plus grosse pour apprendre des choses différentes, soit me dire: «Je sais répliquer», et je pense que ça dépendra beaucoup du fit avec, les fondateurs, Ouais. l'équipe dirigeante. Parce que comme dit, ce qui est important pour moi, c'est d'être en phase avec les décisions qui sont prises et je pense que ça va être le plus important OK. dans mon choix et à nouveau pas un métier dans lequel j'ai forcément envie de creuser, mais tout Revenir dans le dépend des consulting? opportunités. Non. Non, du tout. OK, ça marche. J'aimerais bien qu'on finisse un peu sur, peut-être donner des conseils à des gens qui alors je sais pas si des gens peuvent avoir envie de devenir CEO, je pense qu'on le devient un peu, de manière un peu plus ou moins opportuniste. Mais pour toi, ça serait quoi, est-ce que tu aurais des conseils à donner sur des gens qui rentrent sur ces postes-là? Qu'est-ce qu'il faut faire très rapidement? Comment on se développe aussi peut-être personnellement? Mmh, Comment on doit il y a un peu de self-made dedans, on doit apprendre aussi beaucoup seul et cetera. Est-ce que tu as des tips à donner? ouais. Alors j'ai pas tout craqué encore, hein, mais je pense le tips principal, c'est
ne pas réinventer la roue à chaque fois et demander toujours à d'autres qui sont passés par là avant. Et donc il y a toujours des personnes quelqu'un qui connaît quelqu'un. En parler, OK. à votre pote, votre réseau, votre fonds d'investissement. Souvent, ils ont des réseaux, super en disant: «J'ai tel problème RH, à qui je peux parler?» Donc je pense qu'il y a parler à 2-3 autres personnes qui ont eu des périmètres un peu équivalents, sur des sujets spécifiques pour, ouais, se dire: «Ah bah, je vais faire comme eux, en fait», plutôt que repartir de zéro et faire plein de recherches et itérer vite. Pas passer 3 plombes à faire, et ça, je pense que c'est difficile dans le shift. Conseil startup, Ouais. heu, conseil, on a envie de regarder tout le champ des possibles et faire la recommandation, machin. En fait, s'attendre au plus à se dire: «Bon, ça a l'air de marcher comme ça dans telle boîte, on essaye, on itère OK. rapidement, on s'est peut-être trompé, on changera, OK. mais on va peut-être se tromper». OK. Et c'est très différent de Ouais. l'aspect Bah, conseil, mais itérer rapidement, essayer, tester des trucs, soit pas forcément à mettre en place, j'ai pas de tester plein d'outils de paye, faire ouais. foirer la paye tous les mois, mais se dire, je teste quelque chose ou je teste avec quelqu'un une idée, un document, trame de com, et itérer rapidement plutôt que se mettre dans un tunnel pour devenir expert du sujet. En fait, OK. souvent c'est pas efficace. Est-ce que tu fais un peu des formations perso? Tu as le temps ou tu te formes sur des sujets, je sais pas, RH ou autre, est-ce que tu fais ça ou? Alors, pas trop, pas OK. assez sûrement. Ouh! Heu, alors spécifiquement sur des sujets pas trop. Après, j'ai la chance d'avoir un fonds d'investissement Partech qui organise quand même pas mal de choses entre pairs. Ouais. Donc, il y a une journée par an où on est entre pairs, où il y a pas mal de formations. Et il y a sinon, ils mettent en contact justement pour travailler le réseau et cetera. Donc je pense que c'est plutôt comme ça que je me forme. On fait un peu des formations, là on l'a fait récemment entre managers avec un coach externe sur les sujets de, non-violent communication. OK. C'est comment donner du Ouais. feedback. Donc on essaye quand même d'apporter ça, à moi du coup et aux autres managers. Hem, mais je pense qu'il y a d'autres sujets qu'il faudrait que je prenne le temps de travailler, mais ça fait partie des choix pour l'instant. OK. Mais, grande résolution 2026. Ouais. OK. OK, ça marche. Très cool. Bah, écoute, je pense que je t'ai posé à peu près, toutes mes questions. Enfin, j'en ai sûrement, mais après on va déborder. Merci, d'avoir, pris le temps en tout cas pour, venir sur cet épisode. C'était très cool de t'avoir. Est-ce que tu aurais quelqu'un en tête, que tu aimerais voir ici, à qui je pose le même type de questions? Est-ce que tu aurais quelqu'un en tête à me recommander? Là comme ça, Tu pourras me dire plus tard, hein, mais s'il y a ouais. quelqu'un qui te vient en tête, Je pense à un ami qui s'appelle Nicolas Bertosa, OK. qui a cofondé, une entreprise, il y a quelques années, qui en est sorti et qui aujourd'hui, explore un peu d'autres options, mais un peu sur, l'après, Ouais. du fondateur, Ah, cofondateur, très intéressant. comment on Ouais, en sort et ouais, ce qu'on fait après, ouais, puis les enjeux, pour ouais. parler d'equity et cetera, très bonne personne donc, Trop voilà, cool. c'est une idée que j'ai. Trop bien. Merci Maud en tout cas, bonne continuation et puis j'ai hâte de suivre, ce que va devenir, Subway. Merci à toi.